Nous devons passer à la dernière communication de la journée, qui sera donc donnée par Françoise Lavocat à propos d'un livre publié en 2016, « Faits et fiction pour une frontière », et son titre est « La frontière que nous retrouvons donc entre faits et fiction est-elle anti-moderne ?» Merci. Alors, bien évidemment, le titre un peu imprudent de mon intervention est un clin d'œil à un livre d'Antoine Compagnon, que je remercie vivement pour son invitation, qui m'honore. C'est un titre un peu imprudent aussi parce que je suis le numéro 2016 et que je suis donc censée incarner non pas le présent, mais enfin un aspect du présent, du presque présent, le présent de l'année dernière, et que parler du moderne ou de l'antimoderne, c'est quand même jeter une lumière crue sur cette position assez inconfortable. Et ça m'oblige à m'interroger sur le rapport de mon livre avec ce présent. Alors, encore un peu sur le titre. Ce titre, je l'ai choisi le jour même où les organisateurs donc, de cette manifestation me demandaient un titre. Eh bien, je lisais la lecture d'une interview de Frédéric Martel à propos d'une émission de France Culture sur en anglais dans le texte, Creative Writing, Narrative Non-Fiction, en juin 2016, à laquelle il m'avait invité et à laquelle je n'avais pas pu participer. Alors, il mentionnait néanmoins mon livre de la façon suivante. Alors, c'est à la fin du deuxième paragraphe. Parfois, la fiction et la non-fiction demeurent des territoires bien distincts et certains théoriciens littéraires militent pour préserver cette frontière. C'est le cas, par exemple, de Françoise Lavocat dans son nouveau livre Manifeste, Faits et fiction pour une frontière, Seuil 2016. Mais, me semble-t-il, c'est finalement un ouvrage profondément conservateur. Alors, je passe un peu. En définitive, et n'en déplaise à Françoise Lavocat, la frontière entre faits et fiction est chavirée de toutes parts aujourd'hui, et c'est tant mieux. Vive la fin de la frontière. Évidemment, ça ne m'a pas fait plaisir. Alors, je précise que c'est un peu une exception. Tous les journalistes qui m'ont interviewé, au contraire, auraient voulu que je sois beaucoup plus tranchée, que je sois beaucoup plus polémique. Ils insistaient pour que je défende à corps et à cri la frontière d'une façon beaucoup plus nette. Mais, bon, du point de vue de Frédéric Martel, il était évident que mon livre est irrémédiablement anti-moderne, et je pense quand même qu'il n'est pas le seul à penser ça. Ce serait certainement aussi le cas de David Shields aux États-Unis, l'auteur, j'y reviendrai un peu tout à l'heure à ce livre, un livre qui s'appelle Reality Hunger, qui a été traduit en 2010 en français, en 2016 en français, c'est un livre de 2010, sous le titre « Besoin de réel », enfin en anglais c'était mieux, c'était l'appétit, la faim de réalité. Un livre, lui, qui, contrairement au mien, est vraiment un manifeste. Le mien est trop gros pour être un manifeste. Donc, c'est vraiment un manifeste qui proclame la disparition totale et bienvenue de toute frontière entre fait et fiction, au motif que les formes de non-fiction prolifèrent. Et c'est le même argument chez Frédéric Martel, ce que d'ailleurs je ne nie pas du tout. Alors, sans être de mauvais esprit, je trouve qu'il est quand même un peu étonnant dans les deux cas, de David Shields et de Martel, d'utiliser si couramment le terme de non-fiction, de dire tout le temps beaucoup de mal de la fiction, tout en affirmant que la distinction entre fait et fiction n'existe plus et n'a aucune pertinence. Alors, l'équipe éditoriale du Seuil avait sûrement anticipé ce genre de réaction. Avant la publication, le sous-titre « Pour une frontière » avait rencontré beaucoup de réticences auprès du comité de lecture. Selon ces professionnels, il aurait fallu quelque chose de plus ludique et de moins offensif. On me faisait remarquer que j'étais beaucoup plus nuancée et que ce que le titre laissait entendre, ce qui est vrai. Mais les nuances font des titres trop longs
Et j'ai dû je me suis montrée très entêtée et recevoir aussi l'appui du directeur de collection, Gérard Genette, pour conserver ces 3 mots pour une frontière, mais j'ai dû faire la concession suivante, que pour une frontière soit écrit en tout petit. Donc, effectivement, vous voyez, grâce à cette concession indispensable, j'ai pu garder pour une frontière. Alors, d'ailleurs, je me disais que l'accent très légèrement polémique de ces 3 mots, eh bien, peut-être ferait ouvrir le livre, et j'acceptais à l'avance le risque de recevoir une volée de bois vert de gens comme Frédéric Martel. Alors, il est vrai que défendre des frontières, et tout à l'heure, Andrea Del Longo en a dit très bien quelques mots, même aussi abstraites que celles qu'il y a ou qu'il pourrait avoir entre fait et fiction, n'a rien de sympathique. À la fin des années 1980, dans un livre qui a été en grande partie à l'origine de l'essor des études sur la fiction et auquel mon travail doit beaucoup, Univers de la fiction de Thomas Pavel, eh bien, étaient opposés les ségrégationnistes, ceux qui considéraient que la frontière était intangible, et les intégrationnistes, ceux qui considéraient que cette frontière entre fait et fiction est poreuse ou inexistante. Qui a envie d'être ségrégationniste? Évidemment, Thomas Pavel, par le choix de cette terminologie, faisait le choix des intégrationnistes. C'est évidemment beaucoup plus gentil. Le vocabulaire donc employé était révélateur d'une préférence théorique aux allures morales et politiques. Dans les années 80-90, être moderne, c'était pourfendre les binarismes. Et même si je pense, quant à moi, profitable de dépolitiser les catégories et les concepts, j'étais bien consciente de ce contexte qui risquait de me faire passer pour une garde-frontière revêche et nostalgique de je ne sais quelle pureté ontologique. Je me suis donc empressée, dès l'introduction, d'afficher mon esprit de conciliation, mon centrisme, le centrisme est à la mode, et j'ai annoncé que je définissais la fiction comme constitutivement hybride, que ma position était celle d'un différentialisme modéré, je me cite. Donc la fiction est constitutionnellement hybride, elle est le hétérogène, refuge du pluralisme ontologique. Alors qu'est-ce que j'entendais par là? C'est que dans la fiction, on trouve des êtres, d'espèces, des entités de toute espèce, on trouve des intelligences artificielles, des animaux qui parlent, et que sais-je encore, mais aussi des entités référentielles et non référentielles. J'ai insisté aussi sur le fait que mon livre menait une enquête sur le désir de passer cette frontière, ce que j'expliquais par la séduction des personnages de fiction et l'empathie qu'ils suscitaient. J'ai donc développé l'idée, j'ai associé la frontière à l'idée de métalepse, dont vous voyez ici un exemple, dans Bécassine au bain de mer, l'auteur donne son stylo à Bécassine pour qu'elle continue l'histoire. Donc voilà. Alors vous voyez ce que j'essaie en train de faire. Ce que je suis en train de faire, c'est que j'essaie de vous rendre la frontière aimable. D'ailleurs, en préparant cette intervention, je me suis amusée à compter. Je me suis rendu compte que les mots de hybride, hybridité, hybridation interviennent 67 fois dans mon livre, que le mot pluralisme, toujours ontologique, 6 fois, hétérogène et hétérogénéité, 41 fois. Et que je devais bien me douter que l'emploi très répétitif de ces mots aurait la faveur des différents publics devant lesquels j'aurais à présenter ce livre et qu'il compenserait la raideur supposée du sous-titre. Alors cette répétition, qui m'étonne moi-même avec le recul, témoigne certainement de la volonté plus ou moins consciente que j'ai eue d'embrasser, disons, une certaine modernité. En tout cas, la représentation que j'en avais est de m'adresser à un public contemporain, disons. Et ce souci
Peut-être aussi, pourrais-je dire, qu'auparavant, j'avais fait des livres très spécialisés. J'étais peut-être frustrée de n'avoir touché qu'un public strictement académique avec mes précédents ouvrages. Et donc, ce souci s'est manifesté dans mon livre par l'ouverture temporelle extrême, par l'ouverture spatiale que j'ai pratiquée, en particulier à l'égard du Japon, par l'interdisciplinarité. J'ai emprunté aux sciences cognitives, j'ai fait appel à la philosophie, à l'anthropologie, au droit, ce qui a impliqué des collaborations, des relectures par des spécialistes. J'ai aussi pris acte, bannissant toute nostalgie, de l'effritement du canon, de la pluralité des pratiques culturelles concernant la fiction et dont la littérature n'a certainement plus l'hégémonie. Je me suis plongée pour ce livre dans la théorie et la pratique des univers virtuels et des jeux vidéo, ce qui signifiait aussi bien visiter les laboratoires français les plus performants en matière de réalité virtuelle, mais aussi d'avoir un avatar dans tous les mondes en ligne possibles. J'ai cité des séries télévisées, ça a systématiquement été relevé dans les comptes rendus qui ont été faits, alors que je ne suis pas du tout une spectatrice assidue, ni même amateur des séries télévisées et des bandes dessinées. C'est ainsi que les Inrecuptibles m'ont consacré un article en choisissant comme illustration une image de Larry David, réalisateur et acteur de la série américaine Curb Your Enthusiasm, qui n'a pourtant droit qu'à un petit paragraphe dans mon livre, alors que le romancier du XVIIe siècle, Jean-Pierre Camus, auquel je consacre tout un chapitre, n'a attiré l'attention de personne. Une autre revue, La Règle du jeu, choisit pour parler de mon livre, l'auteur choisit pour parler de mon livre une photo d'Édouard Louis, dont je ne parle pas du tout, parce que l'auteur de l'article nous associe sur un sujet, sur les procès faits à des romanciers. Il est vrai que j'ai un chapitre sur ce sujet. Mais mon livre est cité aussi ce mois-ci, je le montrerai tout à l'heure, dans un article grand public dans le magazine Cerveau Psycho, consacré à la post-vérité. Alors, je cite ces quelques exemples de réception qui montrent que l'ouverture maximale que j'ai pratiquée, en effet, a été en quelque sorte accueillie, enregistrée par la réception. Mais elle était aussi, cette ouverture à des genres, à des cultures, à des siècles, à des disciplines différentes, elles étaient aussi inhérentes à l'objet de mon étude. Je ne suis pas isolée. La pensée de la fiction ne peut en effet être restreinte au domaine de la littérature. Je n'ai fait qu'amplifier la brèche ouverte il y a 17 ans par Jean-Marie Schaeffer, qui, avec Pourquoi la fiction, en 1999, avait surpris, choqué, enchanté, en citant à l'entrée de son ouvrage le personnage de Lara Croft et en faisant appel aux sciences cognitives pour aborder la question de l'immersion fictionnelle. Et à cette époque-là, en France, c'était une première. C'est aussi Jean-Marie Schaeffer, avec Yasusuke Ura, Sébastien Zweig, qui ont initié une réflexion comparative sur la fiction en Occident, au Japon et en Chine. Mon livre se situe vraiment dans la continuité de ces travaux qui ont ouvert une voie qui était aussi ouverte, encore une fois. Et ça coïncidait, et donc mon positionnement théorique, même s'il se distingue de ces travaux par quelques aspects, mais inutile d'insister, coïncide avec celui qui accompagnait l'essor des travaux sur la fiction à partir du début des années 1990, avec, ma liste n'est pas exhaustive, Thomas Pavel, Umberto Eco, Kendall Walton, Gregory Curry, Jean-Marie Schaeffer, Dorit Cohn, Lubomir Dolegen, Marie-Laure Ryan. C'est donc une mouvance qui s'est vite explicitement distinguée du structuralisme et du formalisme de la période antérieure. En effet, s'intéresser à la fictionnalité est difficilement compatible avec une focalisation sur le texte, considéré comme un ensemble de signes clos. Et en cela, je redis ce qui a été dit toute la journée, je crois que c'est une constante, en effet, mais moi, c'est par le biais des théories de la fiction que je me suis détournée de la perspective formelle et structurale de mes études.
La fiction n'est pas une propriété réservée au texte seul, et se pencher sur elle implique que l'on réfléchisse à ses effets, à ses rapports avec le monde. Là, ça rejoint ce que fait Marielle Massé, même si c'est, pour ma part, d'une façon différente, mais effectivement, ma perspective aussi est concernée par les effets. La logique analytique, la théorie des mondes possibles, dont la plupart des théoriciens de la fiction ont été plus ou moins proches, ont aussi contribué à la réhabilitation de la problématique de la référence. Aussi, c'est non seulement le structuralisme qui a été mis à distance, mais la pensée post-structuraliste, ce que l'on désigne aux États-Unis comme la French Theory, et le postmodernisme. La critique que je fais dans mon livre de Barthes, du discours sur l'histoire, de Baudrillard, ainsi que des théories d'Aiden White, plus largement de toutes les pensées qui tendent vers un panfictionnalisme qui, à mes yeux, détruit l'idée même de fiction, s'inscrivent dans cette optique. Je sais qu'Antoine Compagnon doute de l'utilité de la catégorie du postmodernisme, mais dans la perspective qui est la mienne, et je pense qu'Antoine Compagnon parle particulièrement des œuvres littéraires françaises, dans la perspective qui est la mienne, tournée vers les traditions de pensée européenne, anglo-saxonne et dans une moindre mesure asiatique, où l'influence du postmodernisme est très forte, me qualifier de post-postmoderne fait sens, mais sans trop jouer sur les mots. Est-on moderne quand on est post-postmoderne? Je suis bien consciente du fait que définir la modernité ou l'ère du temps, de ce qui fait le présent, dont on espère qu'il fera aussi un peu le futur, est toujours un coup de force, peut-être un abus. Ce geste est toujours la tentative d'exercice d'un pouvoir. C'est un geste qui classe et qui déclasse. Combien de fois ai-je entendu « la fiction s'est dépassée, le personnage s'est dépassé ». Ce geste est toujours donc mon geste qui consiste à valoriser la philosophie de Hilary Putnam et de David Lewis en France, de Jacques Bouvresse, de Pascal Engel, entre autres, est effectivement partisan. Je sais qu'en d'autres lieux, d'autres héritages constituent l'actualité et la modernité. Et s'il est vrai, comme l'affirment Tony Bisher et Paul Trower, que les tribus académiques dans le champ des sciences humaines vivent chacune dans des villages isolés sans trop communiquer ou sans communiquer du tout les unes avec les autres, il y a sans aucun doute actuellement beaucoup de définitions différentes de la modernité. Aussi, loin de prétendre que celle des théoriciens de la fiction est hégémonique, loin de là, je signale seulement, de par le monde, quelques projets concernant les rapports entre faits et fiction, tout à fait récents, dont seuls les derniers ont quelques rapports avec la sortie de mon livre. Je ne suis à l'origine d'aucun de ces projets. Je veux simplement montrer que dans un contexte où un certain nombre de tribus académiques qui ne se connaissent pas et sans communiquer entre elles se sont posées exactement les mêmes questions. Alors, je signale, même si ce n'est pas évident, que le projet de plus grande ampleur, c'est le projet allemand de l'Université de Freiburg, parce qu'un Graduiertenkolleg, ça veut dire que c'est une école doctorale thématique. Elle a été renouvelée une fois, ce qui veut dire, vous voyez, qu'entre 2012 et 2020, quelque chose comme 80 doctorants vont soutenir une thèse sur faits et fiction. Ça veut dire que l'Allemagne académique du futur va être entièrement inondée de gens qui auront, s'ils arrivent à les recruter, parce que ça me paraît un peu problématique de travailler tous sur la même chose, de gens qui travaillent donc sur ce sujet. Les deux derniers projets sont liés à la sortie de mon livre, mais les autres pas du tout. Et effectivement, je suis actuellement à l'Université de Chicago dans ce contexte d'un projet sur faits et fiction. Alors, donc, en effet, il y a donc un nuage, une petite nébuleuse d'initiatives qui vont dans la même direction, et le vent qui porte ce nuage a pris une direction tout à fait particulière, et l'article qui vient de sortir de Cerveau Psycho,
que je citais précédemment, qui associe mon livre à la notion de post-vérité, et en particulier au mensonge des politiques, en témoigne. Alors je suis citée en conclusion dans la catégorie des remèdes, comme quelqu'un qui, je cite, affirme la nécessité de rétablir une distinction entre fait et fiction. C'est encore l'effet du sous-titre. En fait, l'élection de Donald Trump a eu un effet très bénéfique sur la réception de mon livre. Indéniablement, c'est un avantage. Aux États-Unis, dans le milieu académique, tout le monde trouve désormais extrêmement utile de travailler sur cette question. Et toute problématique qui touche à cette distinction touche des fonds. La question de fait et fiction est immédiatement rapportée à la question des fake news, de la post-vérité, des faits alternatifs. On le sait, brillant concept mis en orbite par Mrs. Kellyanne Conway, porte-parole de la Maison-Blanche sous l'administration Trump. Alors la parade correspondante, la vérification des faits, ce qu'on désigne couramment sous les mots de fact-checking, marque désormais, obsède notre environnement médiatique et semble sonner le glas de tout scepticisme constructiviste ou panfictionnaliste sur la nature de la réalité. Dirais-je alors que l'actualité me donne raison? J'approuve éprouver une certaine satisfaction mauvaise à l'expression d'un consensus très oublieux des aphorismes nietzschéens concernant l'existence de la réalité et des faits, et rappelant la vertueuse obligation de rechercher une forme d'objectivité. Mais d'une part, je rechigne à rendre responsables les théories des années 1970, même si je les discute et les conteste, de l'invention de la propagande. Le vocabulaire de Mrs. Conway peut être nouveau. Il semble d'ailleurs vaguement inspiré de l'imaginaire des mondes possibles et de l'histoire contrefactuelle. Les moyens de diffusion des mensonges sont peut-être démultipliés, mais le phénomène en lui-même n'a tout de même rien d'inédit. Il faut avoir oublié l'histoire du siècle précédent pour s'étonner que les peuples soient crédules. D'autre part, je constate aussi que lorsqu'on fait aimablement appel à moi pour dire qu'il faut restaurer une distinction entre fait et fiction, alors que l'on parle tout simplement de mensonge, on a une définition très large, négative et très différente de la mienne de la notion de fiction. Enfin, suis-je vraiment en phase avec l'air du temps? Et Stéphane Martel n'aurait-il pas un peu raison? Et ne suis-je pas non seulement post-postmoderne, mais un tout petit peu anti-moderne? Alyosha Imhoff a organisé à Genève, il y a 1 an ou 2, un débat en forme de procès avec ses étudiants. Ils avaient à juger le livre de Yannick Enel, Jan Karski, 2011, qui a déclenché une polémique à sa sortie parce que, sous la forme d'un discours à la première personne fictionnel, il prêtait aux héros de la résistance polonaise des considérations violemment anti-américaines, très accusatrices à l'égard de Roosevelt, que Karski n'a certainement jamais eu. Dans mon ouvrage, j'ai fait brièvement état de ce livre de Yannick Enel comme un exemple, pour moi évident, d'abus de la fiction. Après des heures de débat, à charge et à défense de Yannick Enel, aucun étudiant sur plusieurs dizaines n'a rien trouvé à redire à ce livre. Ils ont affirmé les droits imprescriptibles de la fiction et ont avoué même être reconnaissants à Yannick Enel de leur avoir appris l'existence de Jan Karski, même de façon déformée, parce qu'ils n'en avaient jamais entendu parler. Dans le cadre du projet de Chicago, j'ai en charge un séminaire sur faits, fiction et mystification, et je peine à obtenir de mes étudiants la moindre condamnation morale, même à l'égard des fausses mémoires de fausses victimes de la Shoah, comme Bruno de Secker, alias Benjamin Wilkomirski. Ce n'est pas que mes étudiants soient étrangers à la morale, mais ils s'intéressent à une sorte de morale des effets, en tout cas de certains effets. Pour eux, si ces fausses mémoires ont été accueillies par un public abusé comme curatives et réparatrices, à leurs yeux, cela se justifie assez le mensonge. Il n'est pas certain que la problématique de la vérité référentielle, du devoir moral que l'on pourrait avoir à ne pas falsifier la mémoire et la parole de personnes ayant réellement existé, les touche. C'est certainement cet écart entre ma sensibilité et la leur
qui m'insiste à me demander à quel point je suis moderne. Je dirais pour finir un mot de mes travaux actuels qui se situent dans le prolongement direct de ce livre paru l'année dernière, mais évidemment écrit dans les années précédentes. D'une part, après avoir écrit un livre inspiré par l'amour de la fiction, je m'intéresse désormais à la factualité, intriguée par le livre de David Shields, dont je parlais tout à l'heure, Reality Hunger, un livre auquel peut-être j'ai envie de répondre. Je souhaite m'interroger dans un travail de moins grande ampleur que le précédent sur le plaisir que procure la référence au réel. J'aimerais comparer dans le temps plusieurs époques marquées par cet appétit de réalité. Je suis persuadée que c'est la fin du XVIIe siècle et j'aimerais bien comparer cette période avec la nôtre. À cet égard, je voudrais aussi me demander si ces périodes sont particulièrement propices aux mystifications, auxquelles je m'intéresse dans la mesure justement où elles témoignent de la puissance de l'attrait du fait vrai qui induit le désir d'être trompé. Et je mobiliserai à nouveau les sciences cognitives pour essayer d'éclairer cette question. Enfin, mon deuxième travail en cours, très avancé puisque je l'ai commencé en 2015 alors que Fait et Fiction était sous presse, compare Fait et Fiction d'une manière, je crois, inédite puisqu'il s'agit d'une étude démographique des personnages. En collaboration avec une jeune anthropologue, j'ai étudié, selon des critères précis que je ne détaillerai pas ici, plus d'une centaine de romans français et anglais entre 1800 et 1860. En fait, beaucoup plus de 100 puisqu'il s'agit de tous les best-sellers, tout Balzac, 2400 personnages. Je suis enchantée d'apprendre qu'il y a 1300 fenêtres. Donc, c'est plus d'une fenêtre sur deux par personnage pour Balzac. Dans la comédie humaine, il y a 2000 personnages chez Dickens. Et puis, s'ajoute cela l'œuvre complète de toutes les femmes auteurs de cette période. Ici, je montre un des résultats en février. Le projet a évolué depuis. Il s'agit d'établir le nombre de personnages par roman, mais aussi leur répartition par genre, leur occupation sociale, leur statut matrimonial, leur taux de mortalité et de natalité, par roman, par auteur, par genre, est calculé. Toutes ces données, toutes ces catégories sont forgées à partir de recensements de la population réelle à la même époque, et donc les données des romans sont comparées avec les données qui concernent la population réelle en France et en Angleterre. Alors là, évidemment, dans ce projet, la scientificité le dispute à la folie, ou en tout cas au gigantisme. Il n'est pas question dans ce projet de sciences cognitives, mais il touche un peu aux humanités numériques. Ce livre se situe en tout cas directement dans le sillage de Fait et Fiction, parce qu'il s'agit d'inventer une sorte d'instrument de mesure pour apprécier, si c'est possible, l'écart entre les romans et la réalité, mais aussi surtout parce que ce projet fait le pari de considérer les personnages de romans comme une population de personnes, ce qui était déjà un des sens de mon livre Fait et Fiction, moderne, postmoderne, post-postmoderne, un tout petit peu anti-moderne, ce livre sur l'amour de la fiction qui repose beaucoup sur l'amour pour les personnages. Merci. Cet exposé qui montre les rapports de la théorie littéraire et de l'actualité, puisque l'état d'esprit relativement à cette distinction a bien changé depuis la publication du livre. J'imagine que Frédéric Martel ne dirait plus aujourd'hui ce qu'il disait il y a quelques mois de cette distinction. Alors vous avez rappelé le nombre des travaux qui portent aujourd'hui sur cette distinction dans ces 80 doctorants sur le marché. Mais combien de littéraires dans ces doctorants? Tous. Ah, c'est tout l'ensemble, ce ne sont pas des philosophes? Non, ce sont que des littéraires. Mon Dieu. C'est effrayant. Mon Dieu. Oui. Ah oui. Oui. Ça, c'est une réforme de l'éducation de l'université en Allemagne, passe par ces collèges thématiques, mais c'est vrai que c'est une folie.
C'est une folie de former des gens sur le même sujet en masse. D'accord, ce ne sont que des littéraires. Ce sont que des littéraires, oui.